Pour nous, ce n'était pas une gare comme les autres. Pas de précipitation, pas de cris. Nous étions en Chine pour la première fois. Pour la première fois, nous découvrions ce quai, ces gens, ces bruits d'une qualité neuve, différente de celle que nous connaissions. Lorsque le train s'est ébranlé, nous avons assisté à une scène curieuse, pour nous du moins. Tous les employés qui se trouvaient sur le quai se sont immobilisés au garde à vous. Cela fait partie du rituel ferroviaire chinois. Notre premier voyage était commencé, celui que nous allons faire en train, mais celui également important des différents regards que nous allions promener sur ce pays si lointain, si mal connu. Au wagon-restaurant, il n'y a pas de carte. On commande les plats qu'on désire, le cuisinier les exécute sur mesure. Comme tous les étrangers, nous avons eu droit à beaucoup d'égards. La courtoisie chinoise est réelle et naturelle. Partout, elle nous suivra. Ce qui frappe, c'est qu'ils mangent tous à leur faim. Ceci, nous avons pu le remarquer partout où nous sommes allés. Le potage en Chine n'ouvre pas le repas, il le clôt. Nous avons vu très peu de Chinois qui consomment de l'alcool. Ils boivent tous du thé, jusqu'à 10 tasses par jour. Il y a des haut-parleurs dans chaque compartiment. Ils donnent des conseils d'hygiène, commentent le trajet, débitent des airs de théâtre ou des chants. « 7 ans, c'est l'âge auquel un petit Chinois, normalement constitué, doit savoir se servir avec dextérité de ses baguettes. Pendant tout le voyage, le son du haut-parleur nous accompagne, égrenant conseils, musique, nouvelles. Lorsqu'ils ont terminé leur repas, les Chinois s'essuient les mains dans de petites serviettes humides, roulées comme des crêpes. Le pourboire n'existe pas en Chine, et un repas ne coûte pas plus de 2 francs. Les voyages en train sont longs. La Chine est immense et les trains qui la parcourent se déplacent sans précipitation, mais avec sûreté. On part toujours à l'heure, on arrive toujours à l'heure. À aucun moment nous n'avons rencontré de Chinois pressés, agités. Première découverte d'une certaine lenteur qui se révélera toujours par la suite être efficace. Nous courons après le temps, il semble l'avoir domestiqué. Plusieurs fois, nous nous sommes arrêtés à de petites gares. Elles ne sont en général pas nombreuses. Là encore, ce même sentiment du temps qui coule, sans précipitation. Sur les quais, des vendeurs de petits poulets rôtis, de fruits, de pâtisseries. À chaque arrêt, c'est le même manège. Tôt ce matin, nous avons vu presque tout le train descendre et faire des mouvements de gymnastique sur le quai. À chaque arrêt, des employés qui n'ont pas cessé de balayer le train pendant le voyage descendent, frottent, astiquent les flancs des wagons. Les trains sont en général anciens, mais nulle part ils semblent l'objet de tant d'attention, de soin. Ici, c'est Pékin. Ce n'est pas la plus peuplée des villes. Pour le nombre, elle passe après Shanghai. Mais Pékin, c'est le cœur, la capitale de la Chine, la centrale administrative, intellectuelle, ethnique. Pékin est une immense ville géométrique, rectiligne. Nulle part elle ne s'offre entièrement au regard. Rien ne la domine. On la découvre par bribes.
La circulation y est assez lente. Aucun véhicule n'est autorisé à dépasser 50 km à l'heure. Des agents peu nombreux, juchés sur des miradors, conseillent de la voie à d'honorables camarades de se porter légèrement sur la gauche afin d'éviter d'être heurté par un camion. Chacun obtempère, obéit dans le calme. Un matin, en pleine ville, près d'un marché, nous avons rencontré cet homme. Lorsque nous avons demandé ce qu'il faisait, on nous a répondu qu'il était en train de se détendre. Entouré de bruit, de gens, l'homme pratiquait des gestes très anciens que la Chine maîtrise depuis des millénaires, le contrôle de soi-même. Un tel spectacle n'a rien d'extraordinaire ici, et il est courant de voir tôt le matin des Chinois pratiquer des exercices physiques dans la rue. C'est ce que faisait ce vieil homme. Il se reposait grâce à des gestes qui obéissent à un ancien rituel. Cette gymnastique est un véritable ballet du corps, des bras. L'homme n'entend pas les bruits, il ne voit personne, il accorde ses mouvements à sa respiration. Dans les rues de Chine, le vélo est roi. Il y en a 100 pour une auto. À certaines heures de la journée, les rues brillent de chrome. C'est la Chine pédaleuse. Le vélo est venu au secours de tous les gestes que la Chine ancienne accomplissait à pied. L'homme ne tire plus l'homme en Chine aujourd'hui. Les pousse-pousse sont morts. Mais on peut encore trouver des vélos pouces, sorte de petits taxis bâchés tirés par un cycliste. L'Afrique est poivrée, l'Asie fade. La Chine, elle, a balayé ses odeurs ancestrales. Les rues perpétuellement nettoyées sont propres. Ils ont tous le culte de l'asepsie, la hantise des épidémies aujourd'hui disparues. La foule chinoise n'est pas plus gaie ou triste que la parisienne ou la londonienne. Elle coule, s'écoule avec une discipline tranquille. Ce bazar de Wang Fuching, nous l'avons découvert au détour d'une rue, par hasard. C'était à Pékin. Ici, c'est une sorte de Chine orientale, à la latitude de New York. Une Chine en bras de chemise qui exhale des senteurs de bâtonnets fumants. On y tâte des vêtements, hume 1000 herbes séchées. On y choisit tous les ingrédients de la savante cuisine chinoise. On y pèse le poisson séché avec d'antiques balances et les gens emportent leur paquet avec gourmandise. Ce qu'on débite ici se vend dans des boutiques nationalisées au prix fixe. On ne marchande jamais en Chine. Ce bazar découvert au coin d'une large avenue de Pékin prend son temps, pratique une infinie gentillesse, boit avec lenteur ces 20 sortes de thé non sucrés et qu'on apprend avec le temps à reconnaître comme des vins. C'est le boulevard des badauds, le grenier aux épices. On y trouve de tout. Cette librairie est spécialisée dans la vente d'affiches, de photos, cartes postales dédiées au socialisme. Les jeunes Chinois viennent y puiser leur imagerie. L'histoire de la longue marche y est vendue sous toutes ses formes. On y trouve le portrait de Mao Tse-tung, Liu Shaoqi, Chu Dei, Chu Enlai. On peut y trouver en caractère chinois, mais aussi latin, l'histoire de Lei Feng. Lei Feng est un jeune héros qui conjuguerait les qualités de Bayard, Jeanne d'Arc et du président Mao. Lei Feng est le héros de tous les jeunes Chinois. Dehors, sous des lampes, des jeunes bouquinent, feuillettent des livres d'occasion qui ne sont pas chers. Visage tendu, appliqué, à la recherche d'une connaissance fraîche, nouvelle, accessible aujourd'hui à tous. Nous sommes repassés plusieurs fois par ici. Nous avons chaque fois retrouvé cette même scène.
Ils ont soif de connaissances. Ils s'ouvrent aujourd'hui à la culture avec une application certaine et qui frappe le visiteur. En Chine se livre aujourd'hui un fantastique combat contre l'analphabétisme. Il y a chaque mois moins de gens qui ne savent pas lire et écrire. Il n'y en aura peut-être plus, un seul, dans une vingtaine d'années. Il n'est pas exclu qu'à ce moment, les Chinois aient adopté les caractères latins que l'on commence à enseigner dans les écoles. Tiananmen, c'est le cœur de Pékin. Nous y sommes arrivés un jour en compagnie de jeunes miliciens, tous en route vers l'immense concorde de Pékin. Accolés Saint-Pierre de Rome et la Concorde, Tiananmen est encore plus grande. C'est là que la Chine commémore, manifeste. Ce jour-là, de jeunes miliciens s'y dirigeaient pour répéter en vue des cérémonies du 1er octobre. Mobilisé à tous les échelons de sa vie, chaque citoyen chinois est un citoyen soldat. Armé d'un fusil, l'étudiant, l'ouvrier, le paysan devient obligatoirement quelques heures par semaine milicien. Ce sont surtout les jeunes qui en font partie. 41% de la population chinoise aujourd'hui n'a pas 17 ans. Ce sont eux qui ont défilé le 1er octobre. Ce qui frappe, c'est que partout où nous sommes allés, nous avons vu fort peu de militaires. La Chine est gardée par les citoyens chinois, chaque individu étant une cellule mobilisée ou mobilisable. Dans la discipline la plus parfaite, nous les avons vus répéter pendant une semaine. Pas un seul de ces garçons qui n'ait la même taille, une même certitude, celle que la Chine est un pays majeur, qu'elle a exorcisé tous ses anciens démons, qu'elle est en marche. Leur Chine, c'est Mao Tse-tung, c'est le parti. Pas une de ces jeunes filles aussi, qui n'ait la même taille. L'existence de la femme chinoise est une idée neuve. Elle n'est plus calfeutrée dans le monde du silence et de la résignation. Elle n'a plus les pieds bandés. Elle défile comme les hommes dont elle a adopté le pantalon. D'un même pas, de leur même taille, elles se sont ébranlées pour traverser la place où résonnait le chant des miliciens. Il nous est arrivé pendant des pauses de bavarder avec certaines d'entre elles. Lorsque nous avons demandé à l'une d'elles ce qu'elle voulait faire plus tard, elle nous a répondu qu'elle ferait ce qui serait utile à la Chine et au parti. Puis elles se sont arrêtées. Un autre groupe traversait la place, toutes de la même taille, calibrées au cordeau, nattées comme le sont la plupart des femmes chinoises. Vint l'imprévu. Brusquement, le ciel s'est couvert. En quelques instants, la place est devenue grise. Des gouttes se sont mises à tomber, le tonnerre a grondé. Alors elles se sont ébrouées comme dans une cour d'école à la récréation. De 13 à 17 ans, c'est l'âge qu'elles ont. Les jeunes citoyennes soldats ont retrouvé leur âge en s'ébrouant comme des enfants prises par l'averse. En peu de temps, les groupes se sont disloqués. Les garçons et les filles se sont mis à courir sur la place. Quelques minutes plus tard, Tiananmen devenait déserte. À 4 heures de l'après-midi, la nuit est tombée. La répétition était terminée. C'était un dimanche au Palais d'été. Ce dimanche, nous l'avons passé avec les habitants de Pékin. Il faisait chaud, c'était l'été. Dimanche à Pékin. Cela fait un joli titre, mais on s'aperçoit que c'est bêtement quotidien et pas mystérieux pour un sou, ces Chinois de Tuileries qui sucent, détendus, des bâtons de glace à l'eau. Dans la mémoire sommeille encore le souvenir vaguement précis de la Chine des dictionnaires. On y découvre du mystère, une étrangeté impénétrable. Ce dimanche, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Et si l'on était ailleurs, au bois de Boulogne, à Hyde Park, ce même dimanche.
L'ancien palais d'été est devenu un immense parc où Pékin se promène le dimanche. Nous étions venus avec nos mesures, nos règles à calcul, pour mesurer l'étrangeté des Chinois. Et finalement, il n'y a peut-être pas de mystère. Ils travaillent toute la semaine. Le dimanche, ils doivent se lever un peu plus tard. Puis certains viennent ici, passer l'après-midi. C'est le bois de Boulogne, à 12 000 km à l'est. Ces barques, l'eau calme du lac, c'est encore ce dimanche à Pékin. Il n'y avait peut-être rien à comprendre ce jour-là, où plus personne ne chantait, défilait, produisait. Le mystère, c'est toujours ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. Il n'y avait ce dimanche ici aucune étrangeté. On se laissait vivre. On les voit sans cesse grignoter des pommes, sucer des glaces à l'eau, ou bien s'arrêter devant des petits stands où l'on débite des boissons. Sous des arbres, une guinguette, ou presque quoi. On s'y restaure à l'ombre des feuillages. Ce n'est pas la Chine des livres, des dictionnaires. C'est peut-être la Chine qui vit quotidiennement et qui doit penser que demain, ce sera lundi, avec la semaine qui recommence. Ce disque, cette musique, nous l'avons acheté à Pékin. Elle nous a paru curieuse, elle ne ressemblait à aucune marche, à aucun des chants qu'on y entend habituellement. Son titre, La Chine et les Chinois. Sa religiosité est surprenante pour nous qui tentions de comprendre. Ils sont 700 millions, mais finalement, ça ne veut rien dire. Un pays prend toujours la forme des visages qu'on a pu y apercevoir. Nous les avons vus divers, multiples, et finalement, pas si mystérieux que cela. Ils calculent avec des bouliers, sont plus grands qu'on ne l'imagine, semblent avancer avec lenteur, mais on découvre finalement qu'ils sont efficaces, aimables, courtois. Ils sont neufs et très anciens à la fois, à cheval sur leur millénaire courtoisie et le marxisme. Ils ne connaissent pas le pourboire, pratiquent la vertu avec une terrible exigence, ont le nationalisme ombrageux, mangent aujourd'hui à leur faim, souffrent de l'ostracisme dont ils sont l'objet. La Chine, on peut s'y sentir perdu, sans nos repères habituels, nos mesures, nos journaux, mais jamais menacé. En quittant la Chine, nous savions une chose. Elle était moins mystérieuse qu'on le dit, qu'on le prétend. Nous avions aperçu son visage, scruté ses paysages. Pour nous, ce n'était pas une gare comme les autres. Pas de précipitation, pas de cris. Nous étions en Chine pour la première fois. Pour la première fois, nous découvrions ce quai, ces gens, ces bruits d'une qualité neuve, différente de celle que nous connaissions.
Lorsque frappe, c'est qu'ils mangent tous à leur faim. Ceci, nous avons pu le remarquer partout où nous sommes allés. Le potage en Chine n'ouvre pas le repas, il le clôt. Nous avons vu très peu de Chinois qui consomment de l'alcool. Ils boivent tous du thé, jusqu'à 10 tasses par jour. Il y a des haut-parleurs dans chaque compartiment. Ils donnent des conseils d'hygiène, commentent le trajet, mais celui également important des différents regards que nous allions promener sur ce pays si lointain, si mal connu. Au wagon-restaurant, il n'y a pas de carte. On commande les plats qu'on désire, le cuisinier les exécute sur mesure. Comme tous les étrangers, nous avons eu droit à beaucoup d'égards. La courtoisie chinoise est réelle et naturelle. Partout, elle nous suivra. Ce qui fait le train s'est ébranlé, nous avons assisté à une scène curieuse, pour nous du moins. Tous les employés qui se trouvaient sur le quai se sont immobilisés au garde-à-vous. Cela fait partie du rituel ferroviaire chinois. Notre premier voyage était commencé, celui que nous allons faire en train.